Bonjour à tous. Bonjour. Merci d'être venus nombreux pour parler de machine learning. En fait, c'est du human learning. A priori, vous êtes des humains. Donc, vous allez apprendre des choses, peut-être, si vous ne connaissez pas. On va vous faire une introduction au machine learning et à la régulation numérique. On a mis un hashtag MLDevOps. Si vous avez des questions, vous pouvez les tweeter et on essaiera de répondre à la fin. Fonction du temps. Donc juste, je me présente, je suis le directeur des opérations de Sphère. C'est une société de conseil qui rassemble 300 développeurs, voilà, en Java, Technofront, du métier, de l'Ops. Par contre, dans les langages, tu aurais pu mettre Groovy quand même, parce que là, il y a Scala. Oh. Ouais. Promis, prochaine fois, je le mets. Et moi, Guillaume Laforge, on me connaît plus sous la casquette Groovy, mais j'ai rejoint récemment la société Restlet qui se spécialise dans les API web, une plateforme de management d'API web, etc. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir discuter avec moi de ces sujets-là. Et en fait, tous les jours, vous faites du machine learning, ou plutôt vous utilisez, ou même vous subissez du machine learning. Quand vous faites du mail, vous avez un petit folder qui s'appelle spam, et dans lequel il y a des mails qui ont été mis automatiquement dedans parce que Google dit ça c'est du spam, ça doit être de la pub, ça doit être du Viagra ou je ne sais quoi. Peut-être que ça vous intéresse, mais en fait, en l'occurrence, Google pense que c'est du spam. Donc ça, c'est déjà c'est de la classification déjà. C'est aussi utilisé par exemple par Amazon. Globalement, tous les gens qui font de la recommandation, quand vous allez sur un site web, on va vous recommander des produits. En général, devant ces systèmes de recommandation, il y a des technos de machine learning. Typiquement, je regarde le DVD de La Reine des Neiges et je tombe sur Peter Pan et tout ça. Bizarre. Ouais, c'est beau. Peut-être que j'ai des filles qui aiment bien La Reine des Neiges et ce genre de choses. Autre exemple, c'est Netflix. Donc c'est c'est une énorme success story et entre autres grâce à leurs algos. Donc il faut regarder un petit peu ces chiffres. En 2009, ils démarrent, ils ont 0% de part de marché. En 2011, ils ont 44%. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est que plutôt que de dire on a un catalogue de vidéos, ce qu'ils ont fait, c'est que sur la page d'accueil de votre application Netflix, ils vont vous proposer les vidéos que vous avez envie de regarder. C'était un peu l'idée, et donc pour ça, c'est plus je vous présente mon catalogue, mais voici les vidéos qu'on a pour vous. Et pour vous donner une idée, il y a plus de 50% du contenu qui est consommé sur Netflix qui est issu directement de cette page d'accueil, qui est une page de recommandation. Donc ça peut être très efficace. Dernier exemple. Le cas de Facebook, en fait, quand vous regardez votre timeline sur Facebook, en fait, vous ne voyez que, grosso modo, 5% de tout ce que vous pourriez voir en fonction de toutes les personnes que vous suivez, vos amis, etc. Et c'est Facebook déjà qui a fait cette sélection pour vous des choses que Facebook pense seront les plus intéressantes pour vous. Voilà. Ils vous ont déjà mâché le travail. Et ils filtrent l'information. Et filtrent déjà l'information. Mais du coup, peut-être que vous passez à côté de choses qui auraient pu vous intéresser. Donc on est déjà peut-être en train de vous enfermer dans un sujet particulier. On vous a peut-être déjà filtré. On verra ça après. Voilà. On a Tonton Moïse. En fait, souvent quand on parle de machine learning, on parle de ML. C'est Moïse Learning, en fait. C'est pour ça qu'on illustre avec Moïse. Donc on a plusieurs principes, des bonnes pratiques ou des bons principes à suivre quand on fait du machine learning. Et donc, on va suivre ces commandements du machine learning. Et première chose qu'on pourrait dire, c'est toutes les données, tu récolteras. Voilà. Plus on a de données, mieux c'est. Mieux ce sera. Donc, c'est souvent le premier sujet quand j'attaque une mission autour du machine learning, je dis à mes clients, pas de data, pas de machine learning. C'est-à-dire que première chose, avant de dire, les gens me disent oui, quel algo je veux utiliser, je dis non, ok, vous allez utiliser un algo, c'est sûr, mais d'abord, est-ce que vous avez des données? En général, ils n'ont pas de données en fait. Donc la première chose à mettre en place, c'est déjà commencer à mettre tout le système d'écoute qui va vous permettre après de faire de l'apprentissage. Et donc il faut récolter un maximum de données. Et en général, plus on a de données, mieux c'est. Donc la définition du machine learning, donc là on se basait sur ce que propose Wikipédia, mais grosso modo le machine learning, c'est vraiment une branche de l'intelligence artificielle. Je ne sais plus lequel disait d'ailleurs que c'est la partie de l'intelligence artificielle qui n'a pas foiré. Quelqu'un de célèbre qui a dit ça, ouais. Et qui s'occupe donc d'étudier des systèmes et d'apprendre des choses à partir des données. Donc on va voir quel genre de choses on peut apprendre à partir des données, mais classifier, filtrer, etc.
C'est ça le machine learning. Voilà, donc pour expliquer comment ça marche, comment est-ce qu'on arrive à entraîner des modèles, j'aime bien prendre une métaphore qui est basée sur le piano. Donc en gros, quand vous avez un piano, vous avez besoin de quelqu'un qui va venir l'accorder. Eh ben, un système de machine learning, c'est à peu près pareil. Donc dans l'écosystème, l'accordeur, c'est le data scientist. Il va devoir entraîner un modèle, c'est-à-dire accorder un modèle. Ce modèle, c'est son piano. Et puis, pour accorder son modèle, eh ben, il a un ensemble de choses qui sont les cordes. Et donc, il va plus ou moins tendre les cordes de manière à ce que ça génère un son qui est agréable. On a deux grandes familles d'algorithmes, les algorithmes supervisés et les algorithmes non supervisés. Donc, on va commencer par les supervisés, avec les régressions, classifications, etc. Ouais. Oui. Tu vas vite, mais okay. Autant commencer, il faut bien commencer par... le compteur ne marche pas, si quelqu'un peut le régler. En fait, on a... là, c'est grosso modo une des rares fonctions mathématiques qu'on vous imposera. Il y en a deux. Hein. Il y en a deux. Donc on a en fait... c'est une fonction, si vous voulez. On a en X nos paramètres, nos inputs. C'est l'input, en fait. C'est les données que l'on a. Ensuite, on va avoir notre bêta qui sont les paramètres qu'on va essayer de tweaker. Donc l'accordeur qui est en train de s'occuper de ces cordes, de bien les accorder. On va essayer de... Et ça va nous donner un résultat et qu'on va comparer avec un résultat qu'on connaît déjà. Donc on a déjà des données qui sont labellisées. Donc on sait que par exemple ça c'est un spam ou ça c'est pas un spam, d'accord ? Et on veut se rapprocher au plus près que notre fonction estime bien une valeur donnée. Donc ce qu'on essaye de prévoir c'est y par rapport à une fonction mathématique. Voilà. Donc si on reprend la métaphore du piano, donc en gros on veut émettre un son. Un son qui est, voilà. Donc on va stimuler le piano avec des touches, c'est X, et puis on a accordé nos cordes, c'est bêta, et puis globalement le système, c'est la fonction F, c'est le piano. Voilà. Donc si on prend ça sur des points, donc là on a un ensemble d'observations, et on se dit, bah tiens, j'aimerais bien avoir le modèle mathématique qui permet de faire la meilleure prévision. Donc je peux me dire, bah tiens, je vais prendre un modèle qui a une droite, et puis j'essaye de m'arranger pour que cette droite, elle passe au plus proche de tous les points. Je peux dire, ben voilà, sur un autre, si je suis en régression linéaire, j'ai une autre type d'observation, et puis j'ai toujours, comme je suis en régression linéaire, ben j'essaye toujours d'avoir la droite qui va passer par le plus proche de tous les points. Puis voilà, un autre type d'observation, et j'essaye à nouveau d'avoir cette droite qui passe par tous ces points. Donc entraîner un modèle, c'est justement trouver les paramètres. Donc dans du linéaire, on a deux paramètres, A et B. On essaye de corriger l'ordonnée à l'origine et la pente de la droite de manière à ce qu'il passe par le maximum de points. Et on reviendra là-dessus tout à l'heure d'ailleurs, parce qu'on s'aperçoit par exemple dans celle du milieu qu'il y a peut-être une autre tendance. On pourrait faire mieux. On pourrait faire mieux. Voilà. Donc ta fonction de coût, tu minimiseras. Donc c'est ça. Donc ce qu'on a vu, c'est qu'on a notre modèle. Donc là, on avait présenté une droite. Et ben on essaye de s'arranger pour que ce modèle il passe au plus proche de tous les points. Donc pour faire ça, on va minimiser une fonction de coût. Donc on a des observations. Les observations, c'est les Y. On fait la différence avec ce que nous produit le modèle. On élève au carré parce que ce qu'on va faire, c'est que si ce qu'on veut, c'est exagérer les erreurs en fait. Et puis après, on fait la somme de toutes nos erreurs et puis on essaye globalement de minimiser ces systèmes. Donc on obtient une valeur et puis donc le modèle, l'algorithme, ce qu'il va faire, c'est chercher le coût qui est le plus faible, qui va arriver à minimiser ça. Donc, quand on a un ensemble de points comme cela, quand on utilise l'ordre premier, donc une droite, c'est une courbe d'ordre premier, ça va nous donner quelque chose comme ça. Donc, voilà. Quand on a cette fonction qu'on a trouvée, on voit justement là les distances, c'est-à-dire la soustraction qu'on faisait tout à l'heure dans la formule, la distance entre le point et la fonction. On va élever ça au carré, on va prendre cette somme de petites différences au carré, et on va essayer de minimiser ça, c'est ce qui va nous permettre de trouver notre droite. Et après, une fois qu'on a trouvé cette fonction, on peut se dire, tiens, si je me projette un peu plus loin, vu cette tendance-là, on peut se dire que pour cette valeur de x là sur l'abscisse, on va se dire peut-être que la valeur du y ce sera à peu près ça parce que c'est comme ça qu'on a modélisé les choses, d'accord ?
Donc après, on avait vu ça, c'est avec un ordre premier. Bien évidemment, on peut se dire, sur ce même ensemble de données, j'ai peut-être envie de prendre un modèle qui est un peu plus compliqué. Donc là, on a mis un ordre 2, et donc on va avoir une fonction qui est un petit peu plus compliquée. Il y a plus de paramètres, et donc du coup, on peut plus se rapprocher des données de manière à avoir un coût global qui est plus faible, en fait. Mais du coup, on s'aperçoit que peut-être, justement, quand on essaie de prévoir un autre point, on voit qu'on n'a pas évidemment le même résultat, mais peut-être qu'on sera justement plus proche de la réalité. Voilà. Donc on ne sait pas, en fait, entre les deux, c'est pas possible de dire quelle est la meilleure valeur à prévoir. On part des observations, on en déduit quelque chose, et puis on a deux valeurs, les deux sont corrects par rapport à deux modèles différents. Et ce qu'il faut, c'est du coup arriver à choisir quel va être le meilleur modèle par rapport à notre ensemble de données. Donc là, on était sur la régression, c'est-à-dire qu'on essaye de prévoir une valeur. Donc typiquement, on va dire tout de suite, quand les gens découvrent la régression, ils vont se dire, tiens, je vais essayer de prévoir les cours de la bourse. Bon, prévoir le cours de la bourse, ça, c'est ce qu'on appelle de la régression. Ou par exemple, je sais pas, le salaire en fonction de l'expérience ou des choses comme ça. On peut se dire, tiens, on peut trouver différentes. Pas sûr que je mettrai en régression, mais pourquoi pas. Parce que tu as un salaire qui régresse. Alors la classification, justement, on a en fait là ici on reste dans le plan, mais on a des ensembles de points et on connaît en tout cas certains. On arrive à les classer. On arrive à les classer, donc ceux-là c'est de tel type, ceux-là un autre type, ceux-là un autre type. Donc on a déjà ces trois couleurs qu'on a déjà. On peut donner un exemple de classification. Par exemple, la fraude. T'aimes pas bien cet exemple? Moi, la fraude, ouais. Donc par exemple, on a des consommateurs qui sont de type frauduleux, qu'on a observé qu'ils fraudaient, et puis on a des consommateurs qui sont de type non frauduleux. Donc on est capable de classer ces consommateurs en frauduleux et non frauduleux. Et ce qu'on veut, c'est arriver à avoir un système qui va être capable de classer en fonction d'observation. Est-ce que là, j'ai fait des observations sur un consommateur, est-ce qu'il est de type frauduleux ou pas? Et notre tout premier exemple de spam aussi, c'était la classification. C'est la classification, exactement. Donc j'ai deux observations qui sont des emails, il y en a qui sont des spams, il y en a qui n'en sont pas. Ouais. Et je vais demander au système de classer de manière automatique. Et donc pour ça, ce qu'il faut, c'est trouver le modèle mathématique qui va séparer au mieux mon hyperespace. Donc j'ai mes observations, je suis dans un espace à beaucoup de dimensions, et ce que je vais faire, c'est chercher des modèles mathématiques qui me permettent de couper au mieux mon espace de manière à isoler les différentes classes. Voilà. Donc là, on a une petite vidéo qui démontre cet exemple-là. Donc là, c'est quelqu'un qui s'appelle Yann Lequin, qui est un des grands penseurs du domaine du machine learning, qui a construit un modèle qui permet de classifier en temps réel des observations pour dire, là, je suis dans une scène, j'ai une caméra qui se balade, et ce que je veux, c'est classer les différents objets en différentes catégories, donc la route, les ombres, les voitures, etc. Là, on est vraiment dans un système de classification, temps réel. Quand même assez fort. Voilà, donc ça, bien évidemment, on imagine tout de suite les endroits où on peut l'appliquer. On parle de voitures sans conducteur, ou en tout cas... Ah, je suis perdu là. Pourquoi il ne se remet pas en SK? Voilà, merci. Voilà. Hop, voilà. Donc là, on avait vu des algorithmes supervisés. Donc on avait une bonne idée sur ce qu'on voulait prévoir. Donc on avait un ensemble et dans lequel on était capable de dire au modèle, voilà ce que tu as en entrée, voilà ce que je veux en sortie. On entraîne notre modèle et puis après derrière on dit voilà je te présente une entrée et déduis-moi la sortie. Il y a une autre classe d'algorithmes qui est en fait je sais pas ce que je veux découvrir en fait. On est sur des algorithmes qui sont non supervisés. On n'est pas capable de dire au modèle voici l'entrée, voici la sortie que je souhaiterais. On n'est pas capable de faire ça. Et ça c'est ce qu'on appelle les algorithmes non supervisés. Il y a deux grandes familles, c'est clusterisation et séparation de sources. Donc par exemple, tout à l'heure, on avait nos petits exemples de points déjà colorés parce qu'on savait qu'il y avait 3 catégories possibles. Tandis que là, on a des ensembles de points, mais on aimerait les séparer, arriver à les segmenter d'une manière ou d'une autre. Donc on va essayer de trouver, on va donner quand même à notre algorithme un paramètre. Par exemple, on veut 3 catégories. Et du coup, l'algorithme va essayer de trouver comment séparer ces points en 3. Donc, il va essayer de les regrouper, par exemple, comme ça. On a l'impression que c'est ceux qui sont. Donc, je lui dis, à la gauche, je lui dis, voilà, j'ai un ensemble d'observations. Ce que je veux, c'est que tu me fasses 3 clusters. Lui, il va, en gros, chercher 3 ensembles qui sont cohérents. Mais pour l'instant, l'algorithme, il n'est pas capable d'amener du sens.
Et donc là, c'est le data scientist qui va regarder les clusters qui ont été produits et puis qui va amener du sens en fait. Donc c'est l'étape d'après, en faisant des observations, et ben il va dire bah tiens ce cluster il est cohérent, c'est par exemple enfin tel la segmentation de clients par exemple. Voilà. Des femmes enceintes vont acheter plus des couches et puis je sais pas des gamers, des jeux vidéo, etc. Donc on va pouvoir proposer des choses pour différents types de publics qu'on aura identifiés. Et ça en fait au début c'est pas l'algorithme qui va nous dire ça c'est une femme enceinte, mais c'est le data scientist qui va être là et ah oui les couches, ça a l'air d'être un même thème. Voilà. Et on a trouvé une signification à ce regroupement. Voilà, ça c'est clusterisation. Donc pareil, autre algorithme non supervisé, c'est ce qu'on appelle de la séparation de sources. Donc vous avez des sources d'informations, elles sont mixées. Donc c'est ce que vous observez c'est pas les différentes sources que vous observez, c'est le mixage de ces sources. Quoi. Et ce que vous voulez, c'est avoir un algo qui va essayer de retrouver les sources originales. Donc ça, c'est des algorithmes qui existent, qui s'appellent des séparations de sources. C'est beaucoup utilisé dans le domaine du son pour isoler, par exemple, la voix d'un bruit de fond, d'une musique de fond, etc. Là, on est dans la catégorie algorithme non supervisé. Les données, tu visualiseras. Donc ça, c'est très important. C'est que vous faites des observations et avant de dire, bah tiens, je vais utiliser tel type de modèle. On n'a pas encore parlé des modèles, hein, je vous le dis. Première chose que vous devez faire, c'est commencer à regarder vos données pour essayer de les sentir. Comment est-ce qu'elles vibrent? Est-ce que j'arrive à trouver des tendances, des liens entre les données? Est-ce que je peux m'apercevoir, tiens, quand j'ai sur tel type de sortie, je m'aperçois que c'est fréquent que j'ai telle chose en sortie parce que j'avais ça en entrée. Donc, première chose, c'est bien visualiser ces données, essayer de les comprendre. Et c'est vrai que quand on a juste les données brutes, quand on voit les chiffres comme ça, c'est pas évident de voir que derrière, il y a quelque chose éventuellement de visuel qu'on peut retrouver et qui peut nous donner l'intuition d'où chercher et quel algorithme choisir. Mais attention, c'est pas parce que on voit visuellement, tiens, on dirait qu'il y a un lien. Il y a un lien entre ces deux choses-là. Ouais, alors là, je sais pas si vous voyez les deux abscisses, mais en fait, c'est le nombre de prix Nobel en fonction de la consommation de chocolat. Et là, a priori, les Suisses qui mangent beaucoup de chocolat ont plus de prix Nobel. Donc, est-ce que ça veut dire si moi, aujourd'hui, je mange plus de chocolat, j'ai plus de chances d'avoir un prix Nobel? Voilà. Pas donc forcément. Là, on est typiquement dans le cas où on découvre il y a une corrélation. Une corrélation, on voit bien, mais par contre, il est peu probable qu'il y ait de causalité, en fait. Un autre exemple, c'est une étude qui a été faite sur les prénoms. Et on a regardé quel était le pourcentage de mention très bien en fonction du prénom. Donc on s'aperçoit que le winner, il est ici là, c'est Adèle. Adèle. Donc si vous appelez Adèle, vous avez de très grandes chances d'avoir une mention très bien. Donc la conclusion, c'est je vais appeler mon enfant Adèle. Comme ça, je vais augmenter ses chances d'avoir une mention très bien. Non. Donc en gros, voilà un peu l'explication. Donc si mes parents ils ont de la thune et ils ont fait des études, j'ai des chances de le baptiser Adèle. Et puis s'ils ont donc j'ai aussi des chances d'avoir un enfant qui a une mention très bien. Et donc il y a deux vraies causes. Et puis en fait il y a une cause apparente qui n'en est pas vraiment une en fait. Voilà. Donc toujours bien faire attention quand on fait des observations. Et c'est aussi c'est très utilisé par les gens, le populisme en fait. On va trouver des causalités apparentes qui n'en sont pas vraiment. Donc un algorithme il se plantera comme les gens qui font du populisme. N'apprends pas ce que tu sais déjà. Oui. Donc ça, c'est aussi important. Vous avez fait un ensemble d'observations et vous dites, tiens, je vais commencer à entraîner mon modèle. Donc là, je vois, j'ai un modèle qui est super et puis je vais essayer de trouver la meilleure fonction qui est capable d'apprendre mes données. Donc ce que va faire le modèle, première chose, lui, il va apprendre le plus facile. Donc tout le monde aura observé qu'en fait, il y avait une pente qui supportait ces données. Donc la première chose que votre modèle il va essayer d'apprendre, c'est d'apprendre cette pente. Et puis s'il arrive à bien apprendre cette pente, il va être super fier, votre modèle, et vous-même, vous allez dire, putain, j'ai bien appris, finalement, en termes de régression, j'ai une erreur qui est assez faible. On s'aperçoit que finalement, c'est intéressant, mais ça, je suis capable de le deviner rien qu'en observant mes données. Donc, plutôt Par exemple, que de dire... ça peut être un nombre de commandes qui, de toute façon, augmente. Voilà, c'est ça. Donc, je m'aperçois que... C'est normal que la tendance soit à monter, de toute Exactement. façon. Donc, ce qu'il faut faire, c'est plutôt que de dire, je vais demander à mon modèle d'apprendre les choses évidentes. Ce que je vais faire, c'est que je vais traiter mes données de manière à retirer tout ce que je sais.
de mes données. Donc là, par exemple, ben, j'ai une pente. Ce que je fais, c'est que je redresse mes données et je vais demander plutôt au modèle d'apprendre les données dans lesquelles j'ai déjà retiré ma pente. Puis après, je lui demande je lui demande plutôt d'apprendre ça. Puis là, je pourrais même dire, tiens, il y a une espèce de vibration. Est-ce que c'est une sinusoïde? Si c'est une sinusoïde, ben, peut-être je vais trouver un bon modèle qui est dessus. Donc je vais le retirer. Puis derrière, j'aurai un bruit en fait. Et l'idée, ben, c'est de demander au modèle d'apprendre ce que vous n'arrivez pas à vous-même à modéliser en fait. Voilà. Donc les pré-traitements sont assez importants. Tes données, tu segmenteras. Ouais. Donc Alors moi, t'aimes bien cet exemple-là. Ouais, j'aime bien. L'exemple de la carte de France, tu veux essayer de prévoir l'altitude en fonction de la latitude, la longitude du point où tu te trouves en France. C'est un exercice qu'on pourrait vous proposer d'ailleurs. C'est je vous donne la latitude et la longitude et vous me donnez l'altitude. Super simple. Donc là, pour faire ça, vous avez deux manières de faire. Soit vous dites, moi je suis super balèze et je vais faire un modèle. On le sait. Non, c'est pas moi, c'est la personne dans le public. D'accord. Et je vais faire un modèle qui va modéliser toute la France. D'accord? Voilà. Et puis donc j'ai un seul modèle qui est capable qui va représenter tout mon espace en fait. Puis après, à ce modèle-là, je lui donne latitude, longitude, et lui, il va me sortir l'altitude. Première solution. Deuxième solution, c'est dire, ben non, en fait, ça, c'est pas forcément la meilleure manière d'opérer. Peut-être que ce que je peux faire, c'est segmenter mon espace et puis m'apercevoir qu'il y a dans certaines régions de l'espace, c'est assez plat. Et donc, je vais utiliser un modèle plutôt plat dans certaines régions de l'espace, puis il y a dans certaines régions de l'espace, ça vibre beaucoup, et donc je vais utiliser un autre modèle. Donc, c'est plutôt ce qu'il faut faire. C'est-à-dire, plutôt que de dire, je vais avoir un modèle assez compliqué, qui cherche à modéliser tout mon espace, ce que je vais d'abord essayer de faire, c'est est-ce qu'il n'y a pas des régions dans mon espace dans lesquelles les données vibrent différemment? Donc d'abord, je vais isoler ces régions, et puis après, je vais chercher des modèles beaucoup plus simples qui vont arriver à bien modéliser ces régions de l'espace. Voilà, donc un exemple. De la vraie vie. De la vraie vie. Certains savent que j'ai un passe-temps qui est de faire un outil d'aide à la conduite. Détecteur de radar, tu veux dire? Non, c'est pas un détecteur. Ah. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de se dire, et voilà, donc ça fait des années que je l'ai, et puis donc forcément, j'ai beaucoup d'observations pour dire, tel jour à telle heure, il y a eu un radar qui a poussé, une zone de danger qui a poussé sur la route. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de se dire, est-ce que je suis pas capable de prévoir à quel moment il va y avoir des zones de danger qui vont pousser sur la route? Quel jour, quelle heure? Donc, soit je dis, je vais faire un modèle pour toute la semaine et pour tous les horaires, en fait. Ça, c'est la première solution. Ou soit je me dis, mais peut-être que ça fonctionne pas pareil, en fait, et que dans mon hyperespace, là, en fait, j'ai des jours qui fonctionnent à peu près pareil et des jours qui fonctionnent pas pareil. Et donc, plutôt que d'avoir un modèle global, je vais essayer d'avoir des modèles pour chacune des régions de mon espace. Et donc là, on voit qu'en gros, les jeudis, mercredis, lundi, mardi, mercredi, jeudi, ça vibre à peu près de la même manière. Ils sont très proches. Ouais. Voilà, donc en gros, le matin, il y a un petit pic. Voilà, après vers midi, ça se calme, et puis après, voilà, ça vibre un peu comme ça dans la journée. On voit que le vendredi, le gros pic, c'est vers le milieu d'après-midi. Là, vers le milieu d'après-midi, il y a beaucoup de zones de danger qui poussent sur la route. Méfiez-vous. Le samedi, c'est un peu différent aussi. C'est plutôt en soirée que les zones de danger poussent sur la route. Et puis le dimanche aussi, il faut se méfier. Très tôt le dimanche, il y a encore beaucoup de zones de danger qui poussent sur la route. Puis après, on voit qu'il y a une petite vibration avant le déjeuner dominical. Là, toc, ça pousse. Puis juste après le déjeuner dominical aussi, hop, ça repousse. Voilà. Donc on se dit là, plutôt que d'avoir un modèle qui est capable de prévoir tout l'espace, je vais segmenter mon espace et avoir des modèles qui vont chercher à faire des prévisions dans les différentes régions. Voilà. Tes données, tu pré-traiteras. Donc on a vu un premier pré-traitement qui était redressé. Redressé, ouais. Là, on en montre toute une chaîne. Donc par exemple, je vais faire de la reconnaissance de visage. Voilà, on se dit, comment est-ce qu'ils arrivent à faire? Voilà un petit peu une chaîne de pré-traitement pour faire de la reconnaissance de visage. Donc, premièrement, si j'ai une photo, ce que je veux, c'est, du point de vue des couleurs, c'est de m'arranger pour être toujours dans le même espace de couleurs. Donc là, la personne qui a fait cette étude, elle a choisi de passer en gris, en fait. Ensuite, on recoupe on coupe la photo pour vraiment recadrer sur les points caractéristiques d'un visage, donc voilà. C'est-à-dire les yeux, le nez, la forme de la bouche, etc. Parce qu'après, le front, c'est moins significatif. Donc ça va justement, ça va dépendre
des ethnies, je sais pas si on dit ethnie. Oui, des ethnies, ouais. Voilà. Donc moi j'ai fait un DEA de sciences cognitives. On s'est aperçu qu'en reconnaissance de visage, tous les visages ne se reconnaissaient pas de la même manière en fait. Donc là c'est sur un visage de type européen là ou caucasien, je sais pas comment on dit. Caucasien. On va plutôt se focaliser sur les yeux, le nez et la bouche en fait. Voilà. Donc on croppe. Après, bien sûr, on retaille de manière à pouvoir comparer les différentes images. On augmente les contrastes et puis c'est ça qu'on va proposer au modèle pour la reconnaissance. Voilà une chaîne de pré-traitement. Donc c'est pareil, là on l'a montré, c'est très visuel. Voilà, de renormaliser, c'est-à-dire là quand on a deux variables, on voit que le rouge bouge un petit peu, mais par rapport à l'amplitude de la bleue, c'est pas grand-chose. Donc on peut peut-être aussi souhaiter faire en sorte qu'on ait la même amplitude, parce que sinon peut-être que le modèle il va se focaliser sur ce qui change beaucoup par rapport à ce qui se change, enfin l'algorithme par rapport à ce qui ne change pas beaucoup. Donc on va essayer de les mettre dans la même entre 0 et 1 par exemple. Ouais, j'ai pris moins 1. Ou moins 1 et 1. Donc comme on l'a fait ici. Donc comme ça, on évite cet effet de différence entre deux variables pour qu'on puisse se concentrer sur les deux et pas que sur une seule. Ton algorithme, tu choisiras. Parce qu'on a plein d'algorithmes. Là, pour l'instant, on n'avait pas commencé à entraîner nos modèles. On avait juste regardé des données, essayer de dire ce qui se passe, les pré-tétés, etc. Et là, on a maintenant des données qui sont bien. On se dit, tiens, je vais commencer à essayer de prévoir des choses. On veut essayer de classifier là, et on a un point vert, et on se dit, alors celui-là, est-ce que c'est plus un carré bleu ou est-ce que c'est plus un triangle rouge? Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec l'algorithme des plus proches voisins? C'est on va regarder les plus proches voisins. Si on regarde juste avec le premier cercle, la première distance, alors le point vert, il est plus proche de quoi? Des carrés ou des triangles? Des triangles. Il y a deux triangles, un carré. Donc, a priori, on pourrait peut-être le classer en triangle. D'accord? Mais si après, on regarde un petit peu plus loin, on s'aperçoit, tiens, il y a un peu plus de carrés que de triangles. Donc, peut-être que ce point-là, on devrait le classifier en carré bleu. Carré bleu. Et donc, justement, l'algo, ce qu'il va chercher à faire, c'est en fonction des différentes régions de l'espace, choisir la taille, le rayon de la sphère, en fait. Et de manière à dire, dans cette région de l'espace, je veux une sphère qui est plutôt avec un rayon plutôt faible, et puis dans d'autres régions de l'espace, je vais prendre un rayon un peu plus large. Et ce que je vais faire, c'est durant mon apprentissage, c'est identifier les régions et quel rayon j'associe à ces différentes régions. Tu fais de la pub pour sphère, là? Oh là là. Oh là là, la pub déguisée, vous avez vu ça? Ouais, c'est ça. Une autre approche aussi, c'est les algorithmes Support Vector Machine, SVM, c'est pas Sciences et Vie Micro que vous lisiez quand vous aviez 15 ans. En fait, donc, on essaie de séparer deux ensembles, les ronds noirs et les ronds blancs. Donc, on va essayer de trouver un hyperplan qui sépare au mieux ces deux données-là. Alors si on regarde par exemple H1 en vert, il ne sépare pas parce qu'on voit qu'il y a du noir des deux côtés, le blanc est toujours d'un côté, bon ok, mais ça ne sépare pas vraiment les deux. On regarde H2, cet hyperplan-là, cette droite-là en l'occurrence en 2D. Par contre là c'est bien, on a bien les noirs d'un côté et les blancs de l'autre. Donc on est content ? Non, on n'est pas content parce qu'en fait, on peut faire encore mieux et encore mieux séparer et augmenter au maximum la distance qu'il y a entre les points noirs et blancs et cette droite, cet hyperplan qu'on a trouvé. Et en fait, on s'aperçoit que cette séparation rouge, c'est celle qui augmente, qui maximise la distance qu'il y a entre les deux. Donc, on a vraiment un pouvoir séparateur qui est plus grand. Voilà. Donc, les support vector machine, c'est un algo qui permet de trouver cet hyperplan. Les forêts. Les arbres. Forest. Ouais. Alors là, oui, c'est ça. Oui. Je me demandais avec quel exemple j'allais expliquer les random forest. C'était les voitures, c'est ça? Les voitures, on avait dit. Voilà. Donc, admettons que vous êtes à une société d'assurance et vous voulez classer les gens en conducteurs à risque ou pas à risque. Première question, vous pouvez dire, c'est est-ce que ce conducteur, quelle est sa couleur de voiture? Est-ce qu'elle est rouge ou pas? Ah oui, si elle est rouge, c'est peut-être, voilà, je vais le classer plutôt sur le côté droit. En fait. Peut-être sur le champignon. C'est pas sûr en tout cas. Mais en tout cas, il y a beaucoup de gens qui ont une voiture rouge qui sont des kékés. Donc je vais le mettre un petit peu sur le bord là. Et après, je vais dire tiens, quel âge il a? Ah, il a 20 ans. Ah ouais, là, je me rapproche du vrai kéké. Donc, voilà. Puis après, je continue. C'est un garçon. Une fille. Ah, c'est un garçon. Ouais, alors là, c'est le super kéké. Et donc je vais le mettre une bonne prime d'assurance. Donc j'espère qu'il y a personne qui a 20 ans et qui a une voiture rouge.
Ok. Et donc, un arbre de décision, c'est ça en fait. Si on va prendre des décisions, comme ça, par rapport à des variables, eh ben, on va essayer de trouver, de créer un chemin qui nous permet de prendre des décisions. Donc ces algorithmes, ils marchent pas très bien comme ça. Donc plutôt que d'avoir un arbre de décision, on se dit, on va créer une forêt. Donc on va prendre des jeux de données et on va calculer, on va calculer plein d'arbres de décision sur des différentes variables, et puis on va les demander de travailler ensemble. On va stimuler nos différents arbres, et puis après, chaque arbre va prendre des décisions qui peuvent être les mêmes, qui peuvent être différentes, et puis après, on va regarder globalement comment est-ce que l'ensemble de ces arbres ont classifié l'observation que j'ai fait en fait. Et c'est comme ça qu'on prendra une décision. Donc ça marche vraiment, c'est un algo qui marche pas mal. Et on s'aperçoit que là, cette notion d'ensemble, quand on essaie de rassembler différentes prévisions, en fait, on le retrouve assez souvent dans le machine learning et pas que spécialement avec Random Forest. Oui. Et on va le retrouver par ailleurs dans d'autres approches qui permettent en fait de rassembler plusieurs modèles, plusieurs algorithmes pour trouver en fait favoriser l'un dans certains cas, l'autre dans un autre cas, comme ton exemple que tu avais tout à l'heure quand même, où avec le modèle de l'altitude, on a plusieurs modèles qu'on essaie de rassembler, donc on appelle ça de faire coopérer ensemble. Donc ça, c'est une notion qui est assez importante et qu'on retrouve souvent. Okay. Donc ça, c'est certainement le plus connu des systèmes de machine learning, c'est ce qu'on appelle les réseaux de neurones. Donc en fait, ça vient d'une observation biologique, qui était les réseaux de neurones biologiques en fait. Et donc dans l'idée, dans les réseaux de neurones, on a des neurones qui sont symbolisés là, dans le modèle par les ronds, et puis on a des synapses qui sont symbolisées par les flèches. Et donc qu'est-ce qui va se passer, c'est que dans le système biologique, les synapses vont laisser passer le signal électrique avec une plus ou moins d'intensité. Donc c'est-à-dire que vous stimulez un neurone, et puis le synapse, il va plus ou moins filtrer l'électricité qui le traverse pour aller stimuler un autre neurone derrière. Donc on a essayé un petit peu de reproduire ça, et de dire, est-ce que je ne serais pas capable d'entraîner un modèle qui va respecter ce même principe-là. Donc je vais stimuler mon entrée, et puis je veux avoir quelque chose en sortie. Par exemple, je veux que la classe. Et donc là, j'ai deux classes, classe A et classe B. Et j'aimerais avoir un modèle, quand je positionne quelque chose en entrée, mon signal il va se propager à travers les différentes couches de mon réseau de neurones. Et puis en sortie, je vais avoir un neurone qui va être plus allumé que les autres. Et je vais dire, du coup, mon observation est de telle classe. Donc ça, c'est les réseaux de neurones. L'algorithme le plus connu en tout cas, c'est le premier qu'on voit pour entraîner les réseaux de neurones, c'est ce qu'on appelle la rétropropagation du gradient. C'est un algorithme qui n'est pas très compliqué à comprendre et à coder. Si vous voulez un peu sentir, commencer à jouer, je vous invite, moi je trouve que c'est un bon exercice d'algo, d'essayer de comprendre un peu les mathématiques qui y a en dessous, et puis d'essayer si ce n'est de le coder, de regarder des gens qui ont codé cet algo pour essayer de le comprendre. C'est assez intéressant. Boucle de feedback. Et donc, la grande tendance à l'heure actuelle. Voilà, ça c'est la grande tendance. Les réseaux de neurones tels que je vous l'ai montré, le premier, là, c'est ce qui se faisait au début des années 90. Maintenant, on est sur des systèmes dans lesquels il y a des millions de neurones potentiellement. Et donc, pour les entraîner, on utilise un autre type d'algorithme qu'on appelle du deep learning, en fait. Donc, tous les algos qu'on voit de reconnaissance actuelle, c'est assez puissant, s'appuie sur ces technologies. Et comme la vidéo qu'on avait vue tout à l'heure, c'est justement ce genre d'approche qui sont suivies. Et on s'aperçoit que tous les grands acteurs, que ce soit Facebook, où il y a Yann Lequin, que ce soit Baidu, le chinois, où il y a Andrew Ng, où on voit qu'il y a tous ces gros acteurs-là du web, avec leur fantastique ferme de serveurs qu'ils ont, et ils construisent aussi des choses très spécifiques aussi à base de GPU, de cartes graphiques. Ils arrivent à entraîner des modèles énormes sur des nombres de neurones assez gigantesques. Et donc c'est vraiment ça le deep learning. Et eux, évidemment, ces boîtes-là ont des tonnes et des tonnes de données sur nous. Exactement. De l'intuition, tu auras ? Donc ça, c'est un peu aussi, le côté data science. C'est au moment où vous êtes face à vos données, c'est un truc assez bizarre. D'un seul coup, vous dites tiens,
il se passe quelque chose là et vous sentez que il y a telle variable qui va être importante pour votre prévision. C'est un peu comme la chasse aux champignons, quoi. C'est-à-dire que moi j'étais avec ma grand-mère, elle se baladait comme ça, elle me dit tiens là regarde Didier par là il y a une morille. Je l'avais pas vue et même quand elle me le disait j'avais du mal à la voir. Le data scientist à force de travailler avec les données c'est un peu ça qui va se passer. Il va commencer à sentir ces données, il va dire bah tiens j'ai l'impression qu'il y a une causalité entre cette variable et ce que j'ai envie de prévoir et je vais peut-être la mettre à l'entrée de mon modèle et d'un seul coup il va s'apercevoir qu'il réussit à faire ça. Et quand on avait parlé aussi de visualisation, c'est quand même un des aspects assez importants, parce que c'est vrai que en regardant déjà, ça peut donner la bonne intuition, ce vers quoi se pencher, ou quel type d'algo, quel type de variable peut être déjà plus importante, et déjà d'avoir une direction dans laquelle creuser, en fait, pour trouver les champignons. Voilà, donc c'est ça, vous avez des observations, et ce qu'il faut, c'est arriver à faire une prévision. Donc vous allez devoir choisir les données qui vont vous sélectionner les bonnes variables qui vont vous aider à entraîner votre modèle, en fait. Et comment on va faire avec toutes ces variables-là? Donc par exemple, il y a des trucs qui sont assez classiques. Dès que vous travaillez dans le domaine du retail, de la consommation, le jour de la semaine, les vacances scolaires, les jours fériés, c'est un truc super important. La saison. La saison. Donc j'ai rajouté quelque chose qui, je pense, n'est pas très utilisé et que j'aimerais bien mettre en œuvre. J'aimerais bien faire des tests avec ça. C'est la température ou le soleil, l'ensoleillement. Je suis à peu près sûr que, admettons, vous débarquez sur un site d'e-commerce, vous êtes influencé par la température et le temps qu'il fait en extérieur. Donc si on géolocalisait les gens, on récupérait les données météo, et il faudrait voir si on n'est pas capable de faire des systèmes de recommandation qui utilisent ce type d'information. Et pour la reconnaissance d'images, les couleurs, les contrastes, voilà, c'est des choses assez évidentes. Ton système, tu entraîneras. Donc comment on va faire? Donc voilà. Oh, vas-y. Non, si. Donc on avait notre nuage de points. Déjà, on peut le découper en fait. On va prendre 60%, grosso modo. On prend 60% des points. On va utiliser tous ces points-là pour faire apprendre à nos algorithmes un modèle de ces données-là. Et par contre, on va prendre un autre ensemble de points, un peu plus petit, qu'on va utiliser pour essayer de vérifier si ce qu'on a appris sur le premier jeu de données correspond bien, qu'on retrouve les mêmes choses sur ce deuxième jeu-là. Donc c'est ce qui nous permet de séparer, d'apprendre et de généraliser ce qu'on a appris. C'est essentiel. C'est essentiel. Et il faut surtout pas négliger la taille de l'ensemble de généralisation. C'est-à-dire que là, on a mis 60-40, mais même si vous arrivez à du 50-50, voilà. L'idée, il y a un phénomène qu'il faut absolument éviter, c'est le surapprentissage. On va en parler là. Et on va en parler. Par cœur, tu n'apprendras pas. Justement. Exactement. Parce que là, quand on reprend toujours notre courbe de points. Donc, on avait vu tout à l'heure avec la droite. Bon, c'est déjà pas mal. On a la tendance. C'est bien. Et après, on avait pris un algorithme de niveau 2. Et où là, on était quand même vraiment bien proche de la tendance. Mais c'est vrai qu'on peut arriver à prendre un ordre encore supérieur et se dire, alors là, je passe par tous les points. Ma fonction de coût, j'ai 0, je l'ai minimisé, c'est le top du top. Et donc, si on veut prévoir, par exemple... Ce qui est important de dire, c'est qu'on peut considérer que notre modèle, il a bien appris. Il a très bien appris, même trop bien appris. Et du coup, si on se dit, qu'est-ce qui se passe un peu plus loin là sur cette variable-là, on peut se dire, tiens, je me projette dans le futur, c'est un point, je sais pas, un axe du temps, et la valeur, ça doit être sans doute ça. Voilà. Mais en fait, intuitivement, on voit bien que c'est sans doute pas ça et que notre point, il était un peu plus haut. Voilà. Donc, il faut bien distinguer deux choses. Il y a apprendre, nos modèles apprennent de ces données-là, mais c'est pas la même chose que comprendre. On a tous vu comprendre, il y a une tendance, en fait, c'est pas parce qu'on aura mieux appris qu'on aura effectivement bien compris quel était le sous-jacent, qu'est-ce qui se passait vraiment dans ce cas de figure. Donc ça, vous allez prendre un modèle, donc par exemple, si quelque chose qui est très visuel, c'est le réseau de neurones, plus vous augmentez le nombre de neurones, et plus votre modèle va pouvoir apprendre par cœur vos données. Donc, il y a un moment donné où vous avez peu de neurones, donc il fera, si vous allez avoir quelque chose qui a peu de creux et de bosses, qui est très uniforme comme ça, et puis plus vous allez augmenter le nombre de neurones, plus votre modèle il va prendre en complexité, il va pouvoir s'approcher de plus en plus des données, jusqu'à un moment donné où il va apprendre par cœur. Voilà. Et donc là, vous avez fait ce qu'on appelle du surapprentissage, et donc c'est vraiment la chose à éviter, d'où l'importance de bien couper vos espaces en deux, un espace pour l'apprentissage et un espace pour la généralisation. Et c'est pareil pour les concours.
Donc il y a beaucoup de gens qui font des concours, et dans les concours, en fait, vous avez 3 ensembles. Vous avez l'ensemble, enfin, on vous fournit un ensemble d'apprentissage, un ensemble de généralisation, et dans cet ensemble de généralisation, en fait, vous n'avez pas les vraies valeurs. Donc, vous entraînez votre modèle sur votre ensemble d'apprentissage et après, vous proposez quelque chose aux gens qui organisent le concours et puis ils vont vous dire, bah, tu t'es trompé, tu t'es pas trompé. Et si vous faites cette boucle de manière trop importante, vous allez commencer à surapprendre l'ensemble de généralisation de la personne qui a organisé le concours. Et lui, le test final, il va le faire sur un 3e ensemble, en fait. Et donc, si les gens tentent trop de choses, ils vont être de plus en plus proches, ils vont avoir un modèle qui va avoir commencé à surapprendre la généralisation, mais qui du coup va se planter dans le 3e ensemble qui va servir à la validation finale. Donc si on reprend les recettes de notre bon vieux tonton Moïse pour le machine learning, donc évidemment, commencez par enregistrer un maximum de données. Plus vous aurez de données, plus vous serez capable d'apprendre des choses. C'est vraiment la grosse bataille. Ça, le plus important, c'est ça, on va dire. Enfin, vraiment la première chose essentielle. Ensuite, pour avoir cette intuition-là, observez, visualisez vos données. Alors des fois, c'est pas toujours évident. On peut avoir énormément de variables, donc on peut pas forcément faire des visualisations. Nous, l'être humain visualise les choses en 2D ou 3D, mais 4 dimensions, 10 dimensions, c'est pas forcément évident. Donc on a aussi des approches pour réduire les dimensions, etc. On peut regrouper certaines dimensions ou n'observer que certaines variables. Il y a des approches pour quand même pouvoir visualiser les choses. On va essayer de segmenter, on va segmenter les données pour apprendre versus comprendre. Segmenter l'espace. Donc c'est les problèmes de classification et clusterisation. Pré-traiter et normaliser les données. Donc on avait dit si on veut éviter les problèmes de là j'ai un tout petit signal, du coup je vais pas apprendre grand chose de ça par rapport au grand signal qui étouffe un peu ce tout petit signal. C'est important. Ensuite, on va bien choisir son algorithme. Et des fois, de toute façon, on essaye plusieurs algorithmes, le temps de trouver celui qui est le meilleur. Et même, on avait parlé des approches par ensemble. Peut-être qu'on va même en combiner plusieurs, parce que c'est ce qui donnera le plus de sens. Ensuite, on va entraîner notre système, donc on va lui donner toutes les données, et puis hop, il va petit à petit construire le modèle. On va le valider, donc c'est quand on avait séparé les données en 2 jeux pour apprendre et pour généraliser. Et puis après, il n'y a plus qu'à, quoi. Faut l'exécuter avec des vraies données live qu'on peut avoir, qu'on peut récupérer, les achats, les commandes en cours. Donc dans tous les systèmes de recommandation, le côté exécuté, en fait, donc vous avez créé un nouveau modèle de recommandation, vous avez l'ancien modèle. Et ce que vous allez faire, c'est faire de l'A/B testing. C'est-à-dire que petit à petit, vous allez l'amener en prod doucement, en fait. C'est-à-dire que vous allez dire, il y a 95% des gens qui vont être sur l'ancien système de recommandation et j'en envoie 5% sur le nouveau système de recommandation pour regarder s'il est pertinent. Là, vous êtes en train d'exécuter sur de la vraie donnée réelle. Et puis, soit ça marche, vous le mettez en prod, soit ça marche pas et vous repartez essayer d'explorer des nouvelles voies. Donc on a cité quelques outils, mais il y en a bien plus. Là, c'est juste certains qui sont un petit peu les plus connus. Un monde qui bouge beaucoup, en fait. Par exemple, dans le monde des statisticiens, il y en avait beaucoup qui utilisaient R, par exemple. Octave, c'est toujours le cas d'ailleurs. Ouais. Les comment on dit en français, ceux qui font du Python, les pythonistes, ouais. Ils utilisent beaucoup scikit-learn. On a aussi des choses en Java, par exemple Apache Mout, qui est plus, on va dire, Maquet, Hadoop, Spark, etc. On a des choses aussi en ligne qui sont assez intéressantes. Par exemple, Google Prediction, donc c'est un service en ligne qu'on peut utiliser pour faire des prédictions. Et il y en a d'autres. Là, on avait joué un petit peu avec Sense.io, qui est assez sympa. C'est la grande tendance. La grande tendance, c'est de passer sur des systèmes en ligne dans lesquels on va déposer ces données en ligne et on va utiliser des modèles qui sont mis à disposition, en fait. Et ce qui est assez sympa, là, par exemple avec Sense.io ou Beaker que j'avais testé, en fait, ils ont la notion de notebook où en fait on prend les données, on commence à les manipuler, à les visualiser, etc. Et on construit un document qui permet d'avancer notre progression sur la connaissance du domaine, du problème qu'on essaie de modéliser. Donc en conclusion, sur le machine learning et la régulation numérique, on s'aperçoit que avec tous ces services qu'on utilise sur Internet, etc., en fait le big data est en train de nous
labelliser, nous scorer, nous donner un score. Est-ce qu'on est un bon consommateur ou pas? Est-ce qu'on est un bon conducteur ou pas? On va quitter notre marque favorite, est-ce qu'on va la quitter? Donc ça, c'est vraiment quand on parle de big data, il faut bien se dire que derrière, en général, il y a des gens qui vont travailler sur les données de manière à un peu à les raffiner et à prévoir des choses, à scorer en fait. C'est quelque chose d'assez évident. Donc on arrive dans un monde où en fait, il y a de plus en plus de choses qu'on va consommer, qu'on va utiliser, qui nous auront été un petit peu mis sur étagère par des algorithmes en fait. Donc c'est vrai, par exemple, on parlait de Netflix, mais ce que vous allez consommer sur Netflix, c'est ce que croit que Netflix vous dit, ça c'est bien pour toi en fait. Et donc on va rentrer, c'est Netflix qui petit à petit va commencer à choisir. C'est pareil pour la musique. Il vous dit, tiens, vous aimez cette musique, moi je vous recommande cette musique, voilà. Et donc c'est pas des gens qui vont faire des recommandations, c'est vraiment des algos, plus ou moins pertinents, et on rentre dans un monde où de plus en plus, il va y avoir des algos qui, comme ça, vont commencer à vous prévoir des choses, en fait. Donc j'ai un exemple qui est... Ouais, vas-y. Ouais. Ce que j'allais dire, mais du coup, peut-être qu'on est un peu trop étiqueté et que on va pas découvrir les nouveaux artistes qui pourraient nous intéresser, qui sont moins connus. Et tu voulais dire? Ouais. Donc ce que je voulais dire, c'est qu'il y a un autre exemple. Par exemple, sur la timeline Facebook, chaque fois que vous dites j'aime ce truc, quelque part, pour lui, c'est un petit peu comme si vous entraîniez le modèle. Vous avez lu quelque chose, vous avez vu une photo, et puis vous avez cliqué j'aime en fait. Et donc lui, derrière, il se dit tiens, ça c'est de l'information, je peux l'utiliser pour entraîner un modèle. Il aime ça en fait. Et je lui présente une information, il me dit je l'aime. Je lui présente une information, il dit j'aime, etc. Et du coup, plus vous mettez de likes, et plus lui, il sera performant dans vous proposer de l'information que vous aimez. Donc ça va avoir un effet inverse aussi. C'est par exemple, il y a eu toute une polémique autour je vais rater le mot là. La théorie du complot. Théorie du complot, oui. Donc, admettons, vous consommez d'informations sur Facebook et liées à la théorie du complot. Et puis chaque fois que vous envoyez, vous dites je l'aime. Qu'est-ce que va faire l'algo? C'est que de plus en plus, il va vous pousser des choses autour de la théorie du complot. Et vous allez dire, au final, on est vraiment dans un complot planétaire. Ils en parlent pas aux médias, c'est vrai. Et vous êtes dans votre timeline, vous en avez plein. Et vous n'avez que ça dans votre timeline. Exactement. Et on rentre vraiment dans le système théorie du complot. Donc c'est pour ça qu'il faut faire un petit peu attention à tout ça, ce qui est en train d'arriver. Mais c'est aussi, malgré tout, notre responsabilité aussi à nous. C'est pour ça qu'on a aussi, nous, le monde entre nos mains. Et peut-être que le data scientist et vous-même, qui pouvez utiliser le machine learning, écrire des algorithmes, utiliser des librairies existantes, etc. Peut-être qu'on est un peu le physicien nucléaire de demain. On a aussi une responsabilité par rapport à ça. Il y a d'ailleurs énormément de gens de la communauté scientifique qui commencent un peu parce que on commence à faire des choses qu'on n'imaginait pas, parce qu'on a une telle puissance de calcul, et il y a des gens qui travaillent dans ces domaines-là qui commencent à être un petit peu inquiets sur la puissance des outils qu'ils mettent à disposition en fait pour justement faire du scoring, de la prévision, etc. Quelle est la limite? Comment on peut mettre des garde-fous? Comment on peut lever une alerte et dire attention, on va peut-être un peu trop loin dans ce qu'on est en train de... Donc on voulait former des lanceurs d'alerte. Donc voilà, attention, vous êtes le prochain Snowden. Non. Ah non. on va faire ça. On a hésité, on allait le faire en Russie, d'ailleurs, notre présentation, en se disant on serait peut-être plus safe. Mais... Enfin bref. Merci beaucoup pour votre attention. Merci. Et on a 4 petites minutes pour les questions. Donc il y a Arnaud qui est là, qui a un micro, qui peut vous donner le micro pour qu'on entende bien vos questions. Regarde sur Twitter, peut-être qu'il y en a. Mais bon, vous avez faim aussi, je vois, là. Il y en a qui sont très très fins. Bonjour. On est le seul obstacle entre... J'ai cru comprendre en fait que assez souvent, la notion de marge d'erreur était importante. Est-ce que les algos le prennent en compte nativement ou c'est une donnée un peu perdue dans le nuage de points, entre guillemets? Donc ça, c'est le fait de dire... c'est une question qui est intéressante et c'est de manière naturelle, un algo il va pas te dire je te fais telle prévision et je te donne un écart type de est-ce que j'ai raison ou pas. Voilà, il va pas te donner ça en fait. Donc c'est plutôt à toi de savoir par rapport à l'ensemble que tu as eu en généralisation, de dire moi quand je fais une prévision, je suis juste à 30% en fait. Et après, si tu es arrivé à catégoriser ton espace, tu sais que dans certaines régions de l'espace, tu seras plus juste que dans d'autres régions. Par exemple, prévoir l'altitude en plaine, tu es à peu près sûr d'arriver à te débrouiller. Par contre, si tu es dans une région très montagneuse, tu as de bonnes chances de te planter en fait. Donc c'est pour ça qu'il faut arriver à bien segmenter en fonction de l'espace où tu es. Tu sais que tu seras plus ou moins performant dans ton apprentissage.
Autre question? Tout là-bas dans les... ouais. Allez, cours, Arnaud, cours. Bonjour. Ma question, c'était sur le côté prédictible. En fait, vous mettez en avant beaucoup d'algorithmes où ce qui est présupposé, c'est que les données sont prédictibles. Les comportements du modèle correspondent à des choses prédictibles. Notamment pour l'exemple de Facebook et de la théorie du complot, c'est cette répétition qui fait ça. Mais il y a d'autres choses en mathématiques. Par exemple, vous parliez de la bourse et des cours de la bourse. Avec Mandelbrot et les fractales, tout ce qui est mouvement brownien, du Monte Carlo, les algorithmes génétiques, il y a des choses qui sont orientées sur l'aléatoire. Est-ce qu'il y a des domaines où les deux ont été mixés, c'est-à-dire des modèles de prédiction plus des parties aléatoires qui viennent rajouter finalement la petite touche qui est en plus, quoi. Donc, je suis pas sûr que je vais bien répondre. Mais oh. Il y a je comprends bien ce que vous dites. On va dire déjà de base, les gens qui font du machine learning et les gens qui travaillent sur d'autres systèmes, en général, ils s'aiment pas trop, j'ai envie de dire, pour caricaturer. Mais bon, ça c'est, ils ont du mal à coopérer. Mais en fait, quoi qu'il arrive, on essaie déjà de faire ça. Par exemple, quand vous faites du random forest, vous amenez cette notion d'aléatoire, c'est-à-dire que pour entraîner vos différents arbres, en fait, ce que vous allez faire, c'est, admettons que vous avez 1 million de données. Vous allez segmenter cet espace en 100 jeux de données aléatoires dans lesquels vous allez prendre une subpopulation de 10 000. Et sur ces 10 000, donc vous allez avoir 100 jeux de données avec 10 000 observations. Et c'est sur ces choses-là que vous allez entraîner vos modèles, en fait. Et c'est comme ça que vous allez... je ne sais pas si je réponds bien à la question, mais on va amener cette notion un petit peu d'incertitude, d'aléatoire en multipliant les modèles comme ça, en travaillant sur des régions comme ça. Il reste 1 minute, peut-être une toute dernière question. Attends, je crois qu'il y en a une dernière. Ouais. Moi j'ai une question, je pense qu'elle est très naïve parce que je connais pas du tout le domaine, mais de ce que j'ai compris qui ressortait de la présentation, finalement ce qui est important c'est de pouvoir un peu, en dehors du système de machine learning, un peu visualiser, comprendre ces données, voire bencher le système a posteriori. Est-ce que, en fait, quelle est l'importance de l'outillage dans ce domaine-là L'outillage, alors après, il y a ceux qui font tout de A à Z et qui se recodent leurs algos, etc. Mais après, c'est vrai qu'il y a aussi tout un tas d'outils qui permettent déjà d'explorer avec des algorithmes bien connus. Et après, ça peut être, ce qu'on peut prendre d'exemple, par exemple Criteo, qui va encore mieux affiner comment ils ciblent les gens pour les publicités, etc. Où ils vont fine-tuner au maximum les choses, par exemple, pour avoir un temps de réponse super court, pour pouvoir afficher la pub la plus intéressante pour la personne. Et par exemple, d'autres, je sais pas si on prend Apache Maut, où c'est plus sur du big data en batch, etc. On va faire ça sur les dernières données qui sont passées la veille. Ce sera pas real time. Donc c'est pour ça qu'on a aussi des outils, par exemple Spark, qui est plus real time, du mini batch, etc. Donc suivant le besoin qu'on a, peut-être qu'on va s'orienter vers quelque chose de différent. Donc l'outillage est important, mais ce qu'il faut peut-être pas perdre de vue, c'est l'objectif qu'on a. Donc si c'est par exemple, c'est pas forcément grave d'avoir quelque chose qui est pas super bien modélisé parce qu'on veut une réponse très très rapide, ou peut-être qu'au contraire, on veut quelque chose de très très précis et on a le temps de réfléchir à ça. Donc l'outillage, je dirais presque qu'il est secondaire en fait. Il est important pour explorer, etc. Mais l'objectif primaire, qui est on a certaines contraintes, va peut-être être plus contraignant en fonction de ça. Peut-être qu'on va réinventer soi-même sa propre sauce pour répondre aux problèmes, quoi. Voilà. Merci encore pour votre attention et bon appétit.